Il est finalement arrivé le nouveau volume de Donjon Dragon, 5e édition 2024. Donc c'est le nouveau manuel du joueur qui est maintenant disponible en ligne sur D&D Beyond en version digitale pour les abonnés de la plateforme. Sinon, il est aussi disponible en version deluxe dans les boutiques sur place. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous livrer ma petite première impression du manuel du joueur, des nouvelles règles de Donjon Dragon. Alors, est-ce que c'est vraiment la catastrophe? Est-ce que c'est similaire à ce qu'on a vécu avec la 4e édition? Est-ce que c'est comparable? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous devriez l'acheter? Est-ce que c'est le livre pour vous? Je sais dessus, moi, je suis pas votre mère. Sans plus tarder, je plonge dans mon analyse de Donjon Dragon 2024. La première chose dont je veux te parler, c'est l'expérience que j'ai vécue pour essayer de mettre la main sur ce damné livre-là. On n'est pas ce genre de personne cool qui reçoit un package avec les affaires à l'avance. Non, il a fallu que je sorte mon argent pour me payer cette édition digitale sur D&D Beyond. Là, j'aimerais ça te dire que mon expérience sur D&D Beyond a été extraordinaire, mais ce fut pas le cas. Ce qui arrive, c'est que la plateforme D&D Beyond refusait d'accepter ma carte de crédit pour me laisser payer pour le livre. Ils voulaient pas de mon argent, qu'est-ce que tu veux? Et il semblait y avoir un bug avec PayPal. La fenêtre de paiement PayPal ouvrait, puis tout de suite on me disait qu'il y avait une erreur, que je ne pouvais pas passer par PayPal pour acheter le livre. Et j'essayais de comprendre, je me disais pourquoi ça marche pas. Je veux dire, je venais de faire des achats de jeux de rôle sur DriveThruRPG, dans ma boutique locale de jeux de rôle. Fait que je comprenais pas pourquoi la plus grosse plateforme du plus gros jeu de rôle refusait de juste me donner leur produit de base. J'ai réalisé que c'était un problème qui était quand même assez récurrent pour les utilisateurs canadiens. Dans la section Bugs and Support sur la plateforme D&D Beyond, il y a plusieurs utilisateurs qui ont commenté pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Mon PayPal fonctionne pas. » Sachez que si vous avez le même problème que moi, je suis passé par mon téléphone. Donc, sur le site internet de D&D Beyond, il me donnait l'option de passer par Apple Pay et j'ai finalement pu payer le produit en donnant une carte de crédit qui était sur mon téléphone. Mais ce fut stressant, encombrant, puis je comprends pas pourquoi est-ce que la plus grosse plateforme du plus gros jeu de rôle vit ce genre de bug. Bon, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du contenu du livre? Sachez-le, je base mon évaluation sur une lecture du produit pour l'instant. On n'a pas pu commencer encore à jouer. Fait que oui, j'ai hâte de voir ces nouvelles règles-là en action, mais je dois vous avouer que ma toute première impression, c'est qu'il y a très peu de choses qui ont changé. On est très proche de ce que la 5e édition de 2014 était. Fait que non, c'est pas une 4e édition. On est vraiment loin d'un changement majeur au niveau des règles fondamentales du jeu. Si tu sais lancer un dé 20, tu sais c'est quoi un niveau de difficulté, t'es en business. Au point où la vidéo que j'ai faite en 2021 pour expliquer Donjon Dragon 5e édition est encore à peu près à 99% pertinente pour expliquer le jeu. Fait que si tu es ici pour comprendre comment on joue à Donjon Dragon, tu peux aller voir cette vidéo-là et c'est sensiblement la même chose. Alors oui, il y a des choses qui changent, on va les détailler ici quand même un petit peu, mais sache-le, si tu as joué à D&D l'édition 2014, tu sais encore comment jouer à D&D 2024. Autre chose à savoir, le livre du joueur est beaucoup plus volumineux. Il est beaucoup plus volumineux parce qu'il y a plein d'illustrations qui sont magnifiques. C'est un très beau travail d'édition. Du moins la version digitale met bien en valeur toutes ces œuvres d'art qui ont été créées pour présenter les différentes classes, les différentes espèces. Chaque classe a une pleine page qui présente un personnage qui représente un peu l'esprit de la classe en question. Et si 100 pages, c'est pas nécessairement parce qu'il y a tout des nouveaux systèmes de règles présentés là-dedans, c'est plus parce qu'il y a toute une nouvelle section au tout début du manuel qui présente c'est quoi un jeu de rôle. Cette section-là, elle est très bien faite, avec des petites bandes dessinées, des exemples aussi concrets, où on voit un peu présenté à la façon d'un texte de théâtre, des joueurs qui jouent à D&D, qui incarnent leurs personnages, qui font des tests, qui posent des questions à leur maître de jeu pour essayer de bien cerner c'est quoi l'activité.
Puis ça, c'est parfait. Je trouve que cette section-là, elle est très bonne pour présenter la base de c'est quoi un jeu de rôle. Mais j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu de cœur dans la façon dont on nous guide dans l'activité. On est resté quand même très proche d'un manuel de règles. Donc pensez à un manuel comme pour vous expliquer comment jouer à Pandémique. On est très bullet point. C'est quoi l'activité? C'est quoi les règles? C'est quoi un dé? C'est quoi une action? Mais j'aurais aimé qu'on mette quand même de l'avant le fait que les règles ne sont qu'un outil pour nous aider à raconter l'histoire comme on le souhaite. Donc si vous avez un groupe qui a envie de modifier les règles pour ajouter de nouveaux éléments, d'ignorer certains pans que vous trouvez problématiques, ou carrément bidouiller dans le système pour inventer des nouvelles affaires, ben on nous guide pas trop là-dedans ici. On vise vraiment le public nouveaux joueurs, néophytes. C'est l'impression que j'ai. Puis ça donne un peu l'impression que cette section-là est un brin bébé. Est un petit peu simpliste, un peu naïve. Puis je sais pas si c'est la meilleure façon de guider un nouveau joueur non plus dans le hobby. Moi, comme nouveau joueur, j'ai envie de sentir que c'est quelqu'un d'expérience qui me guide et qui a vécu cette expérience-là à la table. Il a vécu les écueils que je pourrais vivre, puis il fait « Hey, sais-tu quoi, qu'est-ce qui pourrait arriver? » Ça pourrait être le bordel. Ça se pourrait que tu sois stressé. Ça se pourrait que tu oublies des règles. Ça se pourrait qu'il faut que tu improvises des choses. Puis j'ai pas vraiment ressenti ça dans cette première section-là qui est censée nous guider puis nous amener là-dedans. Le bordel qu'on vit lors de notre première session de jeu de rôle où rien se passe comme on voudrait, ben elle est pas décrite dans les charmantes petites bandes dessinées qui nous font miroiter le rêve qu'on va vivre. Mais ça va être donc ben le fun! Il manque un petit peu de réalisme, j'ai l'impression, dans ces petites descriptions-là. J'aurais aimé ça avoir une petite BD où il y a un des joueurs qui essaye de tuer le joueur d'un autre, ou qui essaye de martyriser les habitants du village local, puis que le maître de jeu soit « Je sais pas si t'as le droit de faire ça. » Ça, on la voit pas là-dedans. Écoute, vous allez bien le vivre par vous-même quand vous allez commencer à jouer, bande de ploucs. Il y a l'innovation des historiques, les origines pour votre personnage. Donc oui, bien sûr, vous allez avoir votre classe, vous allez avoir votre espèce, mais vous allez aussi choisir qu'est-ce que vous avez fait dans la vie avant de partir à l'aventure. Ça existait dans la version 2014, mais c'était un petit peu... Il y avait moins d'incidence mécanique. Ici, votre origine va déterminer quelles caractéristiques vont être augmentées. Donc, plutôt que d'avoir plus 2 de dextérité parce que vous êtes un elfe, vous allez peut-être avoir plus 2 de dextérité parce que vous êtes un charlatan. Puis vous avez joué avec des petits copes comme ça pour essayer de cacher une noix devant des passants, t'sais. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit notre origine qui détermine nos bonus de caractéristiques, mais je suis quand même déçu que ce soit pas mal juste ça. C'est-à-dire, je pense que c'est une occasion de manquer un peu les historiques, mais je trouve que c'est très mécanique comme chapitre. Je trouve que c'est une occasion manquée. J'aurais aimé ça que mon historique me donne peut-être un petit pouvoir, un peu comme dans la version 2014. Si vous êtes un érudit, vous aviez accès à des lieux de savoir. C'est plus vraiment le cas. On a un peu retiré ces petits pouvoirs de flavor. C'était vraiment juste thématique, mais vraiment intéressant. Fait que je pense que j'aurais aimé ça que les backgrounds soient un petit peu plus ancrés dans l'histoire qu'on va raconter. J'aurais trouvé ça le fun que les historiques nous permettent de créer des personnages, nous permettent de créer des habiletés. Vous pouvez apaiser les animaux avec votre voix, par exemple. Tu sais, quelque chose qui te fait penser, qui empiète pas sur les sorts et les habiletés de classe, mais qui te donne un petit pouvoir unique qui vient de ton passé, de ton expérience. C'est pas le cas, mais moi, c'est sûr que je commence déjà à travailler sur des règles maison dans ma tête. Après ça, vous avez la section des dons. Parce que oui, l'autre grosse innovation dans la version 2024, c'est que tous les personnages commencent avec un don. J'apprécie ça parce que c'est une petite complexité qui n'est pas déroutante. Ils ont classé les dons en 3 catégories, grosso modo. Vous avez les dons d'origine, donc les dons que vous pouvez commencer avec. Fait que c'est des dons classiques, on retrouve par exemple Lucky, combattant de taverne, alerte. Vous avez musicien aussi, qui fait partie des dons d'origine et qui peut maintenant donner de l'inspiration héroïque à vos alliés. Fait que ça, c'est chouette. Tu peux donner inspiration au monde. Après ça, vous avez les dons généraux que vous pourrez débloquer au fil de votre carrière. Et vous avez les Epic Boons, qui sont des dons qui n'ont pas de sens. Du genre, ça te donne 40 points de vie quand tu le prends. Puis ça, les Epic Boons, c'est des dons que vous pouvez prendre seulement rendu à un certain niveau. Et ça va vous permettre de jouer au-dessus du niveau 20 aussi. Parce qu'à chaque niveau, au-dessus du niveau 20,
vous débloquez un Epic Boon. C'est bien, mais je jouerai jamais avec ça, of course. Je suis un petit peu déçu, j'aurais aimé ça voir plus de nouveaux dons. On retrouve beaucoup des dons classiques qu'on retrouvait dans la version 2014 qui ont été légèrement modifiés pour rendre un petit peu moins poche pour la plupart. Il y a aussi beaucoup de nouveautés dans la section équipement. Donc oui, vous allez retrouver quand même les classiques, on va retrouver nos armes simples, nos armes martiales, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs mots-clés qui ont été ajoutés aux armes martiales. C'est-à-dire que beaucoup de classes martiales, paladins, guerriers, etc., vont pouvoir gagner une habileté qui s'appelle maîtrise martiale. Je sais pas, je la traduis en français, je sais pas si c'est le même ça va s'appeler. Mais l'idée c'est que vous pouvez, avec les armes martiales que vous contrôlez, débloquer des pouvoirs avec certaines armes. Par exemple, il y a certaines armes qui vont avoir le mot-clé cleave, qui va permettre d'attaquer 2 créatures si elles sont adjacentes devant vous. Il y a des armes qui vont avoir le mot-clé qui permet de renverser. J'oublie, je pense que c'est topple. Topple, je pense que c'est ça le mot-clé pour essayer de renverser une créature quand vous l'attaquez avec. Bref, il y a tout un lot de pouvoirs que vous pouvez débloquer avec vos armes. Et de ce que j'ai compris, corrigez-moi si je me trompe Internet, mais je pense qu'une fois que vous avez Weapon Mastery, vous pouvez décider après chaque long rest lesquelles de vos armes vous allez débloquer leur pouvoir. Un peu comme un magicien, laquelle de ces armes va être activée ce matin. Je trouve ça un peu étrange, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme dimension tactique au combat. C'est ajouté pour crafter. Le crafting, qui est l'artisanat, la confection d'équipements. Je vous dirais, c'est assez basic. On nous l'avait vendu un peu comme un système révolutionnaire de création d'objets, mais finalement, c'est que ça vous donne un calcul à faire pour si vous voulez confectionner une armure. Combien ça va vous coûter, puis combien de temps ça va vous prendre. Mais c'est juste ça. Par exemple, pour une armure de plaque d'un coût de 1500 pièces d'or, normalement, si tu veux en acheter une, c'est ça que ça coûte, ben là, ça te prend 750 pièces d'or de matériel, donc la moitié du coût de l'objet, et du temps équivalent à calcul, machin. J'aurais aimé ça quelque chose de peut-être un petit peu plus excitant, qui nous donne par exemple qui crée un mini-jeu peut-être de trouver certains éléments dans la nature qui vont nous aider à construire une armure pour rien. Si on trouve du minerai de fer par exemple, ou de la peau de bulette par exemple. Mais non, c'est vraiment rien d'aussi excitant que ça, c'est un petit peu comptable. Finalement, en vrac, il y a quelques petites règles qui vont changer. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment des détails, là. Mais ça change. Fait que sachez-le, maintenant, les potions, c'est une action bonus pour les consommer en combat. Fait que vous n'aurez pas à perdre votre tour pour boire une potion puis regagner 5 points de vie. Les règles d'exhaustion et d'épuisement ont été modifiées aussi. On en avait beaucoup parlé dans les playtests. C'est intéressant. Donc, à chaque fois que vous gagnez un niveau d'épuisement, ça va se cumuler. Et si vous arrivez à 6 niveaux d'épuisement, vous êtes mort. Vous avez une pénalité à tous vos D20 qui est égale à 2 fois votre niveau d'épuisement. Fait que si tu as 5 niveaux d'épuisement, tu as 2 fois 5, moins 10 à tous tes D20. Étrange, je trouve un petit peu. Écoute, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec les niveaux d'épuisement comme maître de jeu. Mais je trouve ça bizarre que c'est un moins 10, moins 8, moins 6. On dirait que ça va à l'encontre de la philosophie de la 5e édition qui fait pas vraiment dans les bonus statistiques. C'est plus avantage-désavantage qu'on utilise. Fait que là, d'avoir moins 4 à mon D20, ça nous ramène à quelque chose d'un petit peu 3e édition. Bref, ça existe. Les rounds surprises. Je sais qu'il n'y avait pas de round surprise dans 5e édition, mais là, vous n'avez pas un round où vos adversaires, s'ils sont surpris, ne peuvent pas agir. Si vous êtes capable de surprendre vos adversaires, vous avez avantage à votre initiative. C'est tout. Fait que oui, peut-être un petit peu plus doux au niveau de la surprise et finalement, l'inspiration, ça change beaucoup. Alors, c'est plus l'inspiration classique. Maintenant, c'est Heroic Inspiration, l'inspiration héroïque. Et c'est un point que vous pouvez dépenser justement pour rerouler un dé. Et ça peut être n'importe quel genre de dé, hein. Fait que ça peut même être un dé de dégâts. Et puis ça vient vraiment changer un peu la donne. Il y a l'air d'avoir plus de mécaniques qui jouent avec l'inspiration héroïque. Par exemple, le musicien, on en a parlé tantôt. Fait que ça, je trouve ça chouette. Je pense que ça va faire que l'inspiration, ça va moins être une mécanique optionnelle qu'on oublie,
Ça va faire un petit peu plus partie de l'économie d'action. On va le voir un petit peu plus utilisé. Puis ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je vous dirais 8 sur 10 pour ces petits changements-là. Le gros du changement se passe beaucoup dans le chapitre des classes. Parce que plusieurs habiletés classiques qui vont avoir été modifiées. Puis ça, je vous dirais, je m'engagerai pas trop dans ma critique de ça parce que je pense qu'il va falloir le vivre de l'intérieur. Il faut savoir que déjà d'emblée, votre sous-classe, vous allez la choisir, peu importe votre classe au niveau 3. Donc, fini le temps où le cléric savait quel dieu il priait au niveau 1. Oubliez ça! Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est weird? Le warlock, même chose. Vous savez que vous servez un patron, donc une entité qui va vous donner des pouvoirs, mais vous allez l'identifier clairement juste au niveau 3. D'ici là, ça va être comme une voix dans l'ombre qui vous parle. C'est un peu étrange, mais en même temps, je comprends. Le but mécanique de ça ici, c'était surtout d'empêcher la multiclasse. Parce qu'il y avait certaines classes qui avaient une sous-classe dès le niveau 1. Le Warlock, l'exemple parfait, fait que c'était une classe qui était très tentante de prendre juste un niveau de Warlock pour gagner tous les superbes bonus qu'il a au niveau 1. Puis on veut un petit peu éviter ça. Et ça va uniformiser aussi un peu le système. Donc on va pouvoir se familiariser lentement avec les mécaniques de base de notre guerrier, de notre paladin avant, au niveau 3, de faire un choix pour quel genre de paladin on veut être. Là, il y a quand même certaines habiletés qui étaient des chouchous du public qui ont été modifiées lourdement. Certains vont dire même affaibli, nerfé. Par exemple, le paladin n'a plus un châtiment du mal comme habileté, c'est un sort qu'il a de base sur sa liste qui lui permet de faire 2d8 dégâts radiants. C'est différent, c'est moins fort? Oui, c'est moins fort. Même chose pour le moine, l'attaque étourdissante qui était quelque chose de très puissant, qui était vraiment du hit or miss, mais qui pouvait vraiment gâcher un combat. Ben là aussi, ça a été affaibli, modifié. J'ai hâte quand même de les tester puis de les voir en action. C'est pour ça que ma campagne va rapidement passer du niveau 1 au niveau 2 pour atteindre le niveau 3 puis voir les sous-classes. Je veux voir les sous-classes en action. Il y en a plein des nouvelles. Cercle de la mer pour le druide. Le collège de la danse pour le barde. Fait que ça, j'ai hâte de les voir. Il y a beaucoup de bonnes idées, vraiment. Le patron achevé pour le warlock qui permet de se téléporter dans Melee un peu comme un Nightcrawler. C'est vraiment excitant, ça donne le goût de créer ces personnages-là. L'autre chose que j'ai vraiment aimé du chapitre des classes, c'est que d'emblée, on va classer les différentes classes par niveau de difficulté. Fait qu'on te présente là, dans un petit tableau explicatif, on te résume un peu le métier de chacune de ces classes-là, et on va te dire à la toute fin si c'est une difficulté facile, modérée ou pour initier. Fait que si tu commences le jeu ou tu présentes le jeu à des gens qui n'ont jamais joué, tu as vraiment un petit tableau pratique pour leur montrer « Hey, si tu commences, tu veux taper les gens, mais tu veux pas que ce soit trop compliqué, fais un guerrier. Si tu vas avoir un petit peu plus d'options, des sorts, ben là peut-être que le paladin est fait pour toi, mais il va falloir que tu travailles plus. » Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'est vrai que le livre de 2014 nous pitchait un peu dans le vide avec les classes. T'étais comme, c'est quoi les classes? Ça, c'est ce que je fais, ce que je suis? Pourquoi lui, il y a une sous-classe puis pas moi? Fait que déjà, là, j'ai l'impression que pour les nouveaux joueurs, tout ce chapitre-là est mieux expliqué. Finalement, je vous dirais, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas profité de cette nouvelle édition-là pour couper dans le gras. Moi, je pense que le jeu gagnerait justement si on vise le public des joueurs néophytes à simplifier certaines règles qui sont pas nécessaires. On le voit, il y a plein de jeux de rôle qui nous permettent de nous cacher, de négocier, de sauter par-dessus un ravin sans qu'on ait besoin d'avoir une règle ultra spécifique pour faire « les interactions sociales sont gérées ainsi dans notre jeu ». Tu sais, Shadow Dark, c'est l'exemple parfait. Tu peux résumer toutes ces règles-là sur une page, puis le jeu se joue. Puis il y a des gens qui n'ont jamais joué, qui s'adonnent à l'activité, puis qui ont du plaisir. Tu peux quand même avoir un crunch puis des règles, même si tu sais pas exactement c'est quoi la distance que tu parcours quand tu fais un saut avec 10 pieds d'élan. On a pratiquement copié-collé certaines règles qui étaient dans le livre de 2014, dans ce nouveau livre-là, puis c'est un peu frustrant pour moi. Tu sais, la règle des sauts, par exemple, tu sais, c'est pas que je suis fâché contre cette règle-là, mais à mon avis, c'est un peu l'équivalent du taco. Tu sais, vous savez, le taco, c'est pas une mauvaise règle, le 2-hit Armor Class 0, mais c'est très 1970-80. Il fallait éventuellement qu'il y ait des designers modernes qui fassent « Hey, on peut faire ça
beaucoup plus simple que ça pour qu'on en vienne finalement avec les fameux bonus de maîtrise, les bonus à l'attaque positive. C'est la même chose ici, je sais pas pourquoi on s'attache à ces reliques de l'époque 3.5. On n'a pas besoin de savoir que je peux sauter un nombre de pieds équivalent à ma valeur de force. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, j'ai 11 de force, je saute de 11 pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons, on joue avec une battle map, là. J'avance de 2 cases plus une petite bout. Tu sais, c'est... Fait que oui, ça m'apparaît un peu inélégant. Fait que toutes ces petites règles-là qui se trouvent dans le glossaire, je pense qu'on aurait pu simplifier certaines conditions aussi. Au final, au vu de tout ça, est-ce que je vous recommande de mettre la main sur le livre du joueur 2024? Ben écoutez, moi je pense que ça va être le nouvel incontournable. Si vous commencez à jouer aujourd'hui, si c'est aujourd'hui votre première partie de Donjon Dragon à vie, je pense que c'est là la référence des règles pour le système du jeu de rôle le plus connu au monde. Mais si vous jouez déjà depuis un bon bout de temps, vous n'avez pas de campagne immédiate qui s'en vienne ce mois-ci, ou si vous avez déjà une campagne en cours avec la version 2014, moi je vous dis chill out. Chill out. Si le système avait été chamboulé de A à Z, avec un nouveau système de dés ou une simplification magistrale des règles de jeu qui est vraiment un incontournable pour les nouveaux joueurs, je vous aurais dit lancez-vous. C'est pas le cas. Fait qu'il n'y a pas de presse. Moi, je vous dirais, il y a aussi la version gratuite qui va venir très bientôt. Donc, la version en Creative Commons. Puis très bientôt, tout ça va se retrouver sur Internet. Puis pas de façon illégale, pas du piratage. Donjon Dragon, Wizards of the Coast se sont engagés à mettre les règles publiques sur Internet. Peut-être pas l'ensemble des monstres, peut-être pas l'ensemble des habiletés de classe des dons, mais vous allez retrouver quand même une bonne base du jeu. Assez pour jouer, puis jouer pendant des années. Sans compter tout le matériel qui va être publié par des tiers parties, fort probablement à coût moindre. Fait que je vous dirais, prenez votre temps. Pas besoin de vous garrocher. Fait que voilà, écoutez, je sais pas si c'est positif ou négatif, cette petite critique-là. Je me risquerai pas à mettre une note sur le livre basée uniquement sur une lecture, mais pour sûr, je vais y jouer. Et ça, je peux pas le cacher, je suis quand même très excité d'essayer des nouvelles affaires parce que c'est le fun Donjon Dragon, c'est le fun les aventures fantastiques dans des mondes magiques remplis de monstres et de héros. Fait que voilà, je vais vous en donner des nouvelles très bientôt et vous pouvez être sûr que dans mon On joue à quoi de la fin du mois, je vais vous parler de mes impressions de mes premières parties pratiques concrètes. Fait qu'allez-y, n'hésitez pas à partager dans les commentaires c'est quoi qui vous excite le plus dans cette nouvelle édition du jeu. Avez-vous eu des expériences positives ou négatives avec le jeu ou avec l'achat de certaines choses sur D&D Beyond? Parlez-en dans les commentaires, dans le respect s'il vous plaît, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.